au cœur du technopole. Donc, on offre cette solution transport en commun et accessoirement aussi des pistes cyclables qui sont renforcées. Ça ne résout pas tous les problèmes et nous le savons bien. D'ores et déjà, l'autoroute est bloquée à certaines heures de la matinée ou l'heure de pointe du soir et du matin, y compris sur ce secteur. Donc là, on est dans un débat collectivité territoriale et service de l'État et de son concédant Escota. Ce que je peux vous dire dans ce domaine, c'est que la mesure du problème est prise et que d'abord l'évolution de l'échangeur Olioul-Sanary, dont l'enquête publique s'est révélée favorable, donnera une bouffée d'oxygène à l'échangeur de Château-Vallon. Et il faut qu'il soit démarré, qu'il se démarre le plus vite possible, hein, cet échangeur. Et puis, nous avons demandé à Escota de nous imaginer le reprofilage complet de l'échangeur de Château-Vallon. Voilà, des solutions concrètes, Monsieur Eustache. Oui, des solutions concrètes et qui vont notoirement améliorer la situation à notre arrivée. Et puis, bon, je ne voudrais pas terminer sur une note qui voudrait être négative, car Olioul est pour des CNS une aventure industrielle et humaine absolument extraordinaire, qui monopolise tout le groupe. Et c'est une aventure qui est rare, même pour un groupe de 13 000 personnes. Donc, c'est avec une joie et avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons arriver à Olioul et démarrer nos activités le 4 janvier. Ouais, c'est une aventure aussi pour TPM qui positionne ce site au niveau national et au niveau international. C'est une très belle vitrine. Merci beaucoup, messieurs, de ces témoignages. Allez, un dernier témoignage. Pour poursuivre, je vais demander à un monsieur que vous connaissez tous ici, Bernard Plancher, de bien vouloir me rejoindre. On ne va pas s'asseoir, hein, monsieur Plancher, on va rester debout, nous. Un rapide témoignage. Vous étiez là il y a 10 ans. Vous avez déployé beaucoup d'énergie pour convaincre de la pertinence du polymère. Puis finalement, vous avez emmené beaucoup de gens dans votre sillage. Le bébé, vous l'avez fait naître. 10 ans après, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai entendu ce matin, parce que ça ne fait que confirmer les intuitions que j'avais eues, que nous avions partagées avec un certain nombre d'entre vous qui sont dans la salle, à savoir que l'économie maritime est un formidable enjeu, et à savoir aussi, c'est qu'en travaillant ensemble, on peut relever les défis les plus fous. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé à Toulon pour piloter la mise en place de la nouvelle entreprise qui était des CNS, eu des contacts dans toute la région maritime, et j'avais été très frappé du fait que les acteurs ne se connaissaient pas. En allant à Marseille, à Toulon, à Nice, dans les universités, dans les écoles, auprès des entreprises, je rencontrais des gens qui ne se connaissaient pas. Et la première réunion du comité de pilotage que j'avais présidé, et j'étais très étonné de voir que les 18 membres, hein, parce que je crois que c'est toujours la règle, 6 grands groupes, 6 PME et 6 universitaires, ne se connaissaient pas vraiment. Et quand je vois la qualité des débats d'aujourd'hui, je pense que sur ce plan-là, on a réussi. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est bien effectivement avec un travail collectif et transversal qu'on peut relever ces défis. Et des défis, comme on l'a vu, il y en a encore beaucoup. Alors, les défis à relever, c'est ceux de l'avenir de l'économie maritime, très clairement. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qui vous tient à cœur. Il y a des enjeux à relever, il faut être présent. Je crois que les enjeux ont été clairement mis dans le document de présentation du projet du pôle que j'ai relu dans le train en venant hier, qui sont tout à fait d'actualité. On a parlé de la deuxième zone économique exclusive, on a parlé du commerce mondial, on a parlé des enjeux sous-marins, marins, alimentaires, écologiques, énergie. Tout ceci existe. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité ne fait que confirmer l'intuition qu'on avait il y a 10 ans, qui d'ailleurs a été transformée par la création du cluster maritime, qui n'a pas été cité ce matin, mais qui est l'ensemble des acteurs économiques français, qui représentent quand même 65 milliards d'euros d'activité, 350 000 emplois. Et toutes les études qu'on a pu faire depuis quelques années montrent que l'on peut, sans grande difficulté, sauf une que je vais évoquer, doubler, voire tripler cette activité, donc créer des emplois en France. Donc il y a matière dans ce domaine, et c'est ce que je m'efforce de dire dans mes contacts que j'ai actuellement à un certain niveau politique ou industriel. Il y a matière en France à faire aujourd'hui ce qu'on a fait il y a 40 ou 50 ans en lançant le nucléaire, en lançant l'aérospatial en France avec les résultats que l'on connaît. Mais pour ça, il y a quelques conditions à remplir qui ne sont pas tout à fait encore remplies aujourd'hui. On le voit bien. On a parlé tout à l'heure de l'impact du temps, l'effet du temps. On a besoin d'abord, je pense, d'une vraie vision stratégique affichée au plus haut niveau de l'État. Alors,
Ça commence à avancer, mais je pense que pour se mobiliser, on a besoin de cette vision, de dire où veut-on être, pas seulement dans 2 ans, ce n'est pas seulement une loi, même si la loi est très importante, où veut-on dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Deuxièmement, on a besoin de, comme on le fait dans la région ici, travailler en équipe entre les ministères, entre l'industrie, entre le privé. Aujourd'hui, il y a encore des lourdeurs qui méritent effectivement qu'on y réfléchisse, que si on ne le fait pas, je pense que vous le voyez tous ce que font d'autres pays étrangers. La Chine a sorti un plan stratégique maritime au printemps dernier, qui est un vrai plan extrêmement agressif. Et si on n'y prend pas garde, les investissements que font actuellement les Chinois dans nos territoires du Pacifique feront que ces territoires tomberont du côté des Chinois dans quelques années. Donc j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait effectivement cette vraie vision politique à long terme, et ce n'est pas un enjeu électoral, c'est un enjeu de très long terme, et qu'il y ait aussi cette équipe France comme on l'a au niveau régional. Merci beaucoup de ce témoignage à chaud de celui qui a participé à la création du pôle mer. Merci, Monsieur Planchet. Alors, on va passer à l'Assemblée générale statutaire maintenant. Je vais demander donc à un certain nombre de personnes de bien vouloir prendre place pour cette Assemblée générale statutaire. Monsieur François Demoulin, bien sûr, le président du pôle mer Méditerranée, Patrick Barahona, qui est le directeur général du pôle mer, et Michel Ferrand, qui est le directeur administratif et financier de Toulon Var Technologies. Monsieur, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, on revient à un exercice imposé qui est dans l'Assemblée générale. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas à voter à cette Assemblée générale, puisque ça a été fait lors de l'Assemblée générale de TVT. Donc, déjà, ça raccourcira un petit peu le discours. Donc, moi, je vais vous parler du rapport d'activité 2014. Si on veut bien... Voilà, envoyer des slides. Donc, qui se décompose en fait en cinq grandes activités: l'évolution de la gouvernance, le suivi du plan d'action de la phase 3, l'extension Languedoc-Roussillon, qui est quelque chose de plus en plus important pour nous, le pôle et son écosystème, et les actions dites structurantes. Donc, l'évolution de la gouvernance, pour rappel, on a eu donc l'an dernier une AG élective qui a vu d'une part une modification de nos statuts pour que le comité de pilotage soit élargi de 22 à 29 membres, le bureau de 8 à 11 membres, et tout ceci pour tenir compte notamment de l'extension du pôle au niveau du territoire, puisqu'on est devenu pôle mer Méditerranée. Et à cette occasion, effectivement, Bernard Sens, qui avait présidé le pôle pendant 8 ans, a passé le témoin à François Demoulin, qui a été donc élu à l'unanimité. Alors vous avez la photo de famille, on a parlé de famille, vous en avez là, c'est la famille resserrée des membres élus. Sur le plan d'action, en fait, les pôles de compétitivité sont évalués régulièrement. La dernière évaluation date de 2012. Suite à cette évaluation, on a donc fait un contrat de performance signé par l'État, les collectivités territoriales et le pôle, et qui s'accompagne d'une feuille de route stratégique et d'un plan d'action triannuel, donc 2013-2015. Ce plan d'action, c'est 37 actions, on ne va pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, qui recoupe un certain nombre de choses qui vous ont été exposées ce matin, donc sur l'innovation, l'international, l'emploi, formation, qui n'a pas directement été abordé, mais vous savez que vous avez le salon de l'emploi, premier salon de l'emploi du maritime qui se tient au premier étage, et puis la gouvernance. Alors ces actions, elles ont été réalisées aujourd'hui en moyenne à plus de 100%, ça veut dire que quelques-unes n'ont pas atteint directement tous leurs objectifs, mais d'autres les ont largement dépassés. Au niveau des projets, on a labellisé 31 projets, et le nombre de projets cofinancés a été de 21. Donc, vous avez le tableau, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Ce qu'il faut simplement constater, c'est qu'on est sur un rythme quand même soutenu au niveau des labellisations de projets et des projets cofinancés, qui sont dans la moyenne des autres années. Donc, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas d'explosion non plus, et on souhaite maintenir ce rythme, peut-être un petit peu le faire progresser. Mais sans plus, tous les DAS sont représentés, avec des projets suivant les domaines d'activité stratégiques qui sont plus ou moins importants par leur budget, et d'autres, au contraire, on voit dans le DAS 3, ressources énergétiques marines, plus de projets, mais plus petits. Sur le plan de l'international, toujours sur les actions, ça a été largement évoqué lors de la table ronde. En 2014, on a eu quand même beaucoup d'actions. Notamment, les années paires sont des années où on a 2 grands salons qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant l'origine du pôle, sa création. C'est Océanologie à Londres et Euronaval, bien sûr, à Paris, enfin Bourget plus exactement.
Donc on emmène régulièrement de 5 à 10, voire 15 entreprises du pôle, souvent des PME, avec nous. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt, ça a été largement exposé dans la table ronde. On participe aussi à des salons plus récents, comme TETIS, sur les énergies marines renouvelables, ou des salons où là, on est plus dans le réseautage avec Polytech, où c'est le réseau des pôles Ecotech qui est présent, et nous sommes sur le stand du réseau des pôles Ecotech, ou la journée environnement, donc marine nationale des CNS, à laquelle on participe, et qui s'est tenue en juin, ici, à Toulon. On a des missions. Les missions aussi ont été évoquées. Donc l'année 2014 a été également une année importante en termes de missions. En ce qui concerne le pôle, indépendamment des actions qu'on mène pour nos membres, on cherche aussi, nous, à signer des accords avec des clusters existants, donc des clusters qui nous ressemblent, donc qui sont dans le domaine maritime, qui ont en général à l'étranger beaucoup d'entreprises. Parfois, la recherche est absente, parfois, elle est présente. En l'occurrence, sur San Diego, c'est avec l'Alliance maritime que l'on cherche à nouer vraiment des accords importants pour nos PME. Et il y a eu un accord de signer avec le Brésil, avec un cluster qui vient de naître, qui s'appelle le Subsea Cluster. Donc, on est allé aussi au Japon sur les EMR spécifiquement, et à Singapour, Malaisie, en décembre, missions qui sont d'ailleurs poursuivies sur l'année 2015, voire 2016. Alors l'extension en Languedoc-Roussillon, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps, qui a mis du temps parce qu'il y a des procédures administratives qui font que ça prend plusieurs années. Ce n'est pas encore la simplification tant annoncée et attendue. Ce qu'on a pu faire quand même, c'est depuis 2014 créer un bureau de représentation en Languedoc-Roussillon à Montpellier avec donc une personne de l'équipe à temps plein qui est Julie Persson. On a un soutien financier du Conseil régional Languedoc-Roussillon. Je remercie à l'occasion. Certains de ses représentants sont présents dans la salle. Et on est membre du Parlement de la mer et on participe activement au domaine d'action stratégique économie littorale de la 3S en Languedoc-Roussillon. Alors, j'ai mis juste pour illustrer des photos donc, de ports du Languedoc-Roussillon, le port de Sète, le port La Nouvelle, où c'est la région, on va dire, qui fait les investissements dans ces ports et qui les pilote. Et c'est relativement important, notamment pour le domaine des énergies marines renouvelables, mais aussi pour toute l'activité transport. Donc, petit à petit, le pôle aussi déploie ses activités en Languedoc-Roussillon et les renforcera certainement avec l'avènement de la grande région. Alors, les membres, un petit mot sur les membres. On a toujours une croissance, un petit problème, une croissance régulière des membres. On ne voit pas la courbe, ça ne fait rien, c'est pas grave. Donc, avec une répartition, aujourd'hui, on est toujours à 75% d'entreprises, une croissance qui s'est poursuivie depuis l'origine et c'est plus de 50% de PME. Alors, la répartition, vous voyez qu'en 2014, le Var tient toujours la corde avec 31% de représentants, suivi de près par les Bouches-du-Rhône et d'autres départements, donc les Alpes-Maritimes, donc un petit peu derrière. Le Languedoc-Roussillon, c'était en 2014, qui va progresser déjà en 2015. Et puis, on a la Corse et d'autres territoires où on a un certain nombre de membres également. Sur la communication, je pense que c'était important de vous donner quelques éléments. En 2014, on a fait quand même pas mal d'efforts. D'abord, il y a eu les logos qui ont changé, puisqu'on a changé de nom. Donc maintenant, on a un logo Pôle Mer Méditerranée. Et on s'est rapproché, bien sûr, pour ce changement de logo, du Pôle Mer Bretagne-Atlantique, pour qu'on garde toujours une unité, une bonne coordination entre nos affichages au niveau régional et au niveau national. Notre site Internet a changé. On a une newsletter qui sort maintenant régulièrement. Et puis, vous avez pu voir dans vos sacoches qui ont été remises qu'on a actualisé deuxième édition du livre des projets et l'annuaire, bien sûr, qui continue à sortir tous les ans. Et on commence à faire un peu de présence sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Twitter. Vous avez pu le voir, d'ailleurs, au cours des présentations ce matin. Pour les actions structurantes, alors il y en a quelques-unes qui ont été d'ailleurs citées, notamment le président Berfalco a parlé d'Océan 21. Océan 21, c'est une action très structurante et importante pour nous, pour renforcer la compétitivité des entreprises du naval, notamment les PME. On y a été fortement engagé et mobilisé. Ça aurait pu aller un peu plus vite, je dirais que c'est le seul petit regret. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises y ont pris goût, on réfléchit à voir comment on pourra pérenniser cette action avec le GICAN. Mais c'était une vraie nécessité de pouvoir intervenir dans cette filière.
Et on cherchera les moyens de poursuivre. Alors c'est sur l'international, c'est sur la stratégie, c'est sur les ressources humaines, c'est sur la compétitivité, notamment des chantiers. Projet GECMED, c'est l'émergence d'une filière du génie écologique marin. Le ministère de l'écologie nous avait confié cette mission. On a développé d'ailleurs un premier annuaire du génie écologique. Et ça nous a permis aussi de pousser, de mettre en évidence des entreprises. Vous avez vu Écocéan qui est venu témoigner, notamment. Elles ne sont pas les seules, mais qui se positionnent sur ce secteur. On a aussi travaillé pour le compte de l'État sur une réflexion sur les activités sous-marines, et notamment la nécessité, est-ce qu'il y avait nécessité d'avoir une base portuaire pour accueillir ces activités? La conclusion est oui, les entreprises sont en attente. Il y a 2 écosystèmes, un sur Toulon, un sur Marseille, et je pense qu'on peut faire des choses intelligentes entre Marseille et Toulon pour offrir des sites d'accueil et avoir une bonne dynamique entre les deux. Et le pôle mer sera toujours là pour assurer cette animation entre les différents sites. Enfin, Abyssea, c'est à la fois un long feuilleton qui n'en finit plus, donc on pensait en voir le bout. Malheureusement, l'enquête publique faite, qui était terminée, le processus a été suspendu par la ministre de l'Écologie. Et depuis, nous sommes en attente. Il y a eu un rapport en 2015 plutôt positif. J'espère qu'on verra un déblocage parce que tout le monde y investit beaucoup d'argent et d'énergie. Et c'est un beau projet, surtout quand on parle des ressources minières marines. Il n'y a pas que les énergies fossiles. Ce centre serait très utile pour beaucoup d'autres marchés. Enfin, je terminerai sur les actions clés 2015. Donc, le 2e salon Euro-Maritime, puisque les années maintenant impaires, on a un salon important qui est un peu complémentaire à Euronaval et qui est plus orienté sur le civil, le salon Euro-Maritime. On était présent avec un certain nombre d'entreprises du pôle. Les missions internationales, bon, on poursuit sur l'Asie maintenant et les États-Unis, le Brésil, ça devient un petit peu une constante. On réfléchit à l'Afrique, mais ça sera sans doute plus tard compte tenu du contexte international. Le technopôle de la mer, il est clair que pour nous, c'est un enjeu majeur et on a beaucoup travaillé, l'initiative du président François Demoulin, sur quelle image, nous, on se faisait du technopôle et quel contenu. Donc on résume en disant, c'est les systèmes intelligents pour le naval et l'industrie. Et on a travaillé sur une plateforme, première étude, qui est loin d'être finie, SILAB Innovation Center, qui devrait être un endroit pour accueillir les entreprises et les PME pour développer de nouvelles applications dans le domaine de l'économie maritime. On a organisé, c'était aussi une première, et c'était intéressant de voir si on pouvait faire ce genre d'opération, les Blue Med Days pour le compte de la collectivité territoriale corse, pour pouvoir faciliter l'émergence de projets européens, notamment le programme Maritimo, qui est un programme transfrontalier. Donc on s'est chargé de toute l'organisation. Je pense que ceux qui étaient présents ont pu constater que c'était un succès et on pense qu'on peut renouveler ce type d'opération dans d'autres domaines. Les premiers contrats de service du pôle se concrétisent. C'est Stéphane Kless qui en a la charge. Donc on est bien dans notre feuille de route. Aujourd'hui, bien sûr, c'est les 10 ans du pôle et prochainement, les assises de l'économie maritime à Marseille. Voilà, donc je passe la parole à la partie plus financière de notre activité, puisqu'il faut de l'argent pour faire tout ça. Merci. Et oui. Donc je vais vous parler un peu d'argent, puisque c'est nécessaire. Je ne sais pas si les transparents arrivent. Il n'y a rien à faire. Je peux vous le faire de tête, mais ça sera moins rigolo. Donc, je devrais vous dire à ce moment-là qu'on est sur un budget en légère progression. Ah ben ça y est, ça marche. Donc, sur les dernières années, le pôle, en 2012, il était à un budget de 2 millions, pas tout à fait 2,4. 2,4 en 2013 et un peu moins de 2006 en 2014. 2014 ayant eu la particularité de cumuler à la fois les opérations collectives importantes, comme le démarrage d'Océan 21, par exemple, et des salons aussi, Océanologie et Euronaval, Patrick en a parlé. Ce que je vais dire, ça va illustrer sous forme financière en grande partie ce que Patrick a dit au niveau de l'activité. Le compte d'exploitation qui devrait venir tout de suite après va vous montrer un bénéfice du pôle sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Un bénéfice du pôle de 85 000 €, ça peut paraître beaucoup,
Mais si vous avez de bons yeux et que vous regardez la ligne sur les provisions, vous apercevrez qu'en fait, on a réintégré des provisions des années précédentes pour 370 000 euros et qu'on en a doté pour 260 seulement, ce qui fait que ce bénéfice de 110 000 euros comparé au bénéfice de 85 000, on comprend qu'il y avait une petite perte de 22 000 euros sur le plan purement comptable au niveau de l'exercice, à rapprocher les 34 000 euros de frais financiers, qui était encore une année assez lourdement chargée, puisque on est seulement sorti cette année en 2015 de toutes les péripéties qui étaient liées au blocage des fonds européens. Donc depuis 2015, c'est une histoire ancienne, mais en 2014, ça a encore laissé des traces dans les comptes du pôle avec 34 000 euros de frais financiers, sinon on aurait été légèrement bénéficiaire. Quelques détails sur le slide suivant sur la masse salariale. Donc on est revenu en 2014 au niveau qu'on avait en 2012. La petite baisse de 2013 était liée à l'achèvement de la mission sur le pôle solutions ville durable, non, comment il s'appelait ce pôle, solutions durables pour ville côtière. Voilà, et on est revenu en 2014 à un niveau à peu près équivalent malgré la fin de cette mission, parce qu'on a eu quelques renforts en interne de CDD sur les missions supplémentaires qu'on avait notamment en mission collective, et puis sur le renfort de l'équipe sur tous les sujets liés au génie côtier. Ça a généré une baisse de la sous-traitance. Sur le slide suivant, on verra qu'on a une sous-traitance moins forte que les années précédentes, ce qui est normal puisque l'équipe a été plus mise à contribution. Par contre, une forte hausse des manifestations, liée toujours pareil, comme le disait Patrick, au fait que les années paires, on a 2 manifestations importantes que sont Euronaval et Océanologie Internationale. Les recettes, sur le slide suivant, on va voir que les recettes publiques, donc on a des financeurs, les principaux financeurs récurrents publics sont fidèles au pôle avec un maintien des subventions, que ce soit l'État, la région, une petite baisse sur le département du Var, mais qui n'a pas mis en péril les finances du pôle. Le Toulon-Provence-Méditerranée, qui se maintient aussi à son montant. Donc là, vous avez les 4 principaux financeurs publics du pôle. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Derrière ces chiffres-là, en fait, il y a 32 ou 33 conventions de financement public au niveau du pôle. Donc là, je vous ai repris uniquement les principaux chiffres. Et pour la première année en 2014, de la même façon qu'on s'était étendu au niveau du périmètre géographique, on a eu aussi un financement annuel de Languedoc-Roussillon à hauteur de 50 000 euros. Sur les finances privées, sur le slide suivant, on va voir que les finances privées poursuivent leur progression, avec les cotisations notamment. Donc il y a eu à la fois une hausse du nombre de membres et une hausse des cotisations, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un volet de cotisations quand même important. À cela s'ajoutent les prestations, les mises à disposition gratuites aussi par les membres de personnel au pôle qui complètent quand même fortement l'équipe et qui sont quand même un gros apport privé, et tout le travail que vous faites les uns et les autres dans les organes de gouvernance, les groupes thématiques, etc., qu'on appelle la contribution des membres. Ce qui nous amène au slide suivant où on va, là c'est un petit peu difficile à voir, les principes de financement du pôle nous amènent à saucissonner les activités entre ABCDE, je ne vais pas vous embêter avec ça. La règle, c'est que sur la partie ABCD, c'est-à-dire hors les programmes européens, il faut qu'on arrive à avoir 50% de fonds privés. Et si vous regardez bien, sur l'avant-dernière ligne, on a un 51-71 qui montre la part privée du financement du pôle sur les activités récurrentes, on va dire ABCD, ce qui fait qu'on a 1,71% de marge par rapport à la contrainte que nous imposent les règles de financement du pôle. Et rapidement, je vais vous parler un petit peu de 2015 maintenant sur le point où on en est en 2015. On avait un budget prévisionnel de 2 675 000. On sera probablement en fin d'année sur une réalisation au niveau de 2 600 000, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Alors ça, c'est des chiffres qui sont fixés au jour où je vous parle, même au mois dernier. Ça peut encore un peu bouger à la baisse ou à la hausse, pas tellement sur les dépenses, on sait à peu près où on va. Les recettes, ça peut un petit peu bouger, pas tellement la partie publique, parce que celle-là, à cette époque de l'année, on la connaît bien. Sur la partie privée, on peut avoir quelques petits écarts, pas tellement sur le montant, mais sur le décalage entre les exercices. Donc on part pour arriver à nouveau sur un résultat à peu près proche de zéro. Et rapidement, sur les équilibres prévus, le dernier slide, le suivant, où donc on est sur une projection de recettes de 2 750 000, y compris les contributions. Quand on retire les programmes européens, les activités européennes, etc., on est à 2 420 000. Et là, on est à nouveau à un équilibre, en gros, 1 200 000 entre les subventions et les fonds publics et 1 200 000 entre les recettes privées. Ça, pareil, hein, c'est une projection au 31 décembre, c'est quelque chose qui peut un peu bouger, mais dans tous les cas de figure, on ne s'éloignera pas du 50-50, ou du moins pas de façon significative. Voilà. Je crois que j'ai essayé de faire rapide et simple. Merci Michel. On arrive à la fin de notre AG. Vous avez vu, ça a été chargé. Avant de donner la parole au département, à la région et au ministère de la Défense, je voudrais conclure en vous éclairant sur quelques perspectives 2016-2018.
tout le travail que vous avez vu, si on peut mettre le slide. Voilà. Tout le travail que vous avez vu ce matin, il faut le structurer. C'est le travail de la gouvernance. Et c'est pour ça qu'on a une feuille de route. Et on va la revisiter avec le pôle mer Bretagne-Atlantique dès la semaine prochaine, puisque nous avons un comité de pilotage commun le 21 octobre à Brest, où on va revisiter la feuille de route qui est commune de nos deux pôles, puisqu'on l'a dit, le monde bouge, et on en déduira le plan d'action pour 2016-2018. On aura aussi l'installation sur le technopôle de la mer, on vous en a parlé. Donc les équipes de Patrick s'installeront dans le bâtiment dont vous avez vu la photo tout à l'heure, au second semestre 2016 probablement. Et puis nous avons aussi des réflexions dans le cadre de l'AFPC. L'AFPC, c'est l'Association française des pôles de compétitivité, dont les deux pôles sont membres du bureau. Et avec Dominique, à l'intérieur de cette association, on s'attache à faire du lobbying auprès des services de l'État pour défendre la position des pôles de compétitivité dans la politique industrielle française, de comprendre le rôle que l'État veut jouer, puisqu'il y a des évolutions en ce moment. L'année 2016 sera un tournant à ce sujet, et on souhaite évidemment que l'État continue à s'engager fortement dans les pôles de compétitivité. Sur le processus d'innovation, on va évidemment continuer, puisque c'est notre cœur de métier, la dynamique d'émergence des projets, en choisissant ceux qui ont un TRL le plus proche du marché, en identifiant les résultats des projets plus directement valorisables, puisque notre contrat avec l'État, c'est bien d'aller vers le marché et l'emploi. Et on va essayer aussi d'avoir plus de projets européens sur le H2020 ou sur Maritimo. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans le cadre de la loi NOTRe, les régions vont avoir encore plus de poids dans le développement économique. Et donc, il faut absolument que le pôle s'inscrive dans les politiques régionales PACA et Languedoc-Roussillon. L'offre de services de croissance aux entreprises va continuer à se développer, notamment vers les PME. Donc, vous en avez eu des exemples ce matin dans les accompagnements individuels ou collectifs et dans le développement international. Il faut qu'on regarde aussi qu'est-ce que ça veut dire pour le pôle mer, l'évolution de la grande région qui va regrouper le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Moi, je considère que c'est une opportunité plus qu'un risque. Donc, il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça va donner là-bas, notamment en ciblant peut-être un peu plus dans cette grande région sur les acteurs qui sont dans l'économie maritime. Et puis, il faudra qu'on travaille peut-être un peu plus avec les pôles régionaux, les autres pôles régionaux de la région PACA. Je pense au pôle Pégase et au pôle Risque qui se regroupent actuellement dans le cadre de la politique régionale PACA. Et puis au niveau national et international, continuer à travailler main dans la main avec notre pôle jumeau Bretagne-Atlantique. Voilà, je finis avec quelques projets structurants dont Patrick a déjà parlé. Le SILAB au Technopôle de la mer, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. Il faut qu'on donne un contenu à ce territoire, au-delà de l'installation de DCNS et de l'équipe d'animation du pôle. Il faut qu'on donne un contenu et cette plateforme SILAB, dont les études sont maintenant financées, doivent permettre de donner encore plus de visibilité à ce territoire. Il y a le développement de la filière de l'éolien offshore flottant, les activités sous-marines et les sites en réseau dont Patrick a parlé, le génie écologique côtier, et puis la participation active à l'appel d'offres Booster, qui est un appel d'offres lancé par le CNES pour l'utilisation en aval des données Copernicus, dont Philippe Bardet a longuement parlé tout à l'heure. Voilà, je voudrais terminer en remerciant l'ensemble des collectivités territoriales qui n'ont pas cessé de nous soutenir depuis 10 ans. Et puis, je vous donne rendez-vous en 2025 pour fêter les 20 ans du pôle, ici même à Toulon. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous inviter à rester là, messieurs.
On va avoir un certain nombre de représentants des partenaires justement qui vont être présents. Je vais appeler Dominique Lin. Il est le représentant du président du conseil départemental du Var. Il est aussi le président de la commission économie du département du Var. Monsieur Lin, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, et permettez-moi de saluer ma collègue du département ici présente, Manon Fortias, Madame Amiral, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs et enfin chers amis. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin, et vous prie de bien vouloir excuser le président du conseil départemental, M. Marc Giraud, qui est retenu par d'autres obligations. Le conseil départemental du Var est, et vous le savez, un partenaire constant et attentif du pôle mer Méditerranée, et ceci depuis sa création. Notre politique départementale a toujours eu à cœur d'accompagner l'écosystème économique départemental au travers des aides apportées aux entreprises, aux acteurs institutionnels du développement, à ceux de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Depuis 2008, je rappellerai 2 chiffres, 1,2 million d'euros dédiés à l'investissement et 1,5 million d'euros dédiés à la gouvernance. C'est l'effort apporté par le conseil départemental. Je suis aussi particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette assemblée générale si particulière, et j'ai bien écouté depuis ce matin l'historique des 10 ans. Fier et heureux que cette célébration se déroule là où tout a commencé, dans le Var, sur le territoire de Toulon, Provence Méditerranée. Et si on évoque la naissance du pôle, on ne peut que saluer le combat mené par monsieur le sénateur maire, monsieur Hubert Falco, pour faire renaître dans notre territoire ce pôle d'excellence dans le domaine maritime. Il y a 3 ans, vous fêtiez le 10e anniversaire de TPM. TPM et le pôle mer, ce sont aussi 2 destins croisés. Le conseil départemental a soutenu le pôle mer PACA dès sa création. Si j'utilise le mot PACA, c'est bien parce qu'à l'origine, son territoire de rayonnement s'envisageait à l'échelle de la région, de notre belle région. 10 ans plus tard, le pôle mer est devenu Méditerranée. Ceci est la démonstration éclatante de votre succès. Cette réussite, c'est l'histoire d'hommes et de femmes. Les collectivités locales s'attachent à vous accompagner au quotidien, à vous offrir des conditions de développement favorables, mais ceci, bien sûr, n'est possible qu'à condition que la confiance s'instaure. PME, grands groupes d'organismes, de recherche, établissements d'enseignement, de formation, nous avançons ensemble, ici, au sein de ce futur pôle technologie de la mer, pour faire connaître notre territoire comme un lieu d'innovation, de recherche et de compétences. Je voudrais donc vous remercier les adhérents du pôle mer, les équipes du pôle et de Toulon Var Technologies pour vos initiatives, votre recherche de l'excellence, la valorisation de nos compétences. Cet anniversaire, c'est le vôtre. C'est la preuve qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Vous avez innové en développant un modèle économique reposant sur des fonds publics et privés. Et vous le savez, la défense, le volet maritime, est une réalité économique de notre territoire, de notre région et de notre pays. L'espace côtier français est une promesse à notre portée. Si l'histoire du Var est intimement liée à la mer, elle porte en elle des plaies, des drames, mais aussi des joies. Merci d'écrire une nouvelle page pour nos futures générations, une nouvelle page soucieuse de soutenir le développement pérenne, solide, mais surtout durable, dans le sens noble de ce terme. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Dominique Lin. Je vais demander à madame Mireille Perrano, qui est vice-présidente de la région PACA, en charge de la délégation mer, également vice-présidente du conseil maritime de façade de la Méditerranée, de bien vouloir rejoindre le pupitre. Bonjour à tous.
Ravi de voir autant de monde dans cette salle. On avait aussi beaucoup de monde hier pour les rencontres de la mer et du littoral à la Villa Méditerranée. Et moi, ça me rassure parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, les citoyens de notre région ont pris conscience de l'importance de la Méditerranée, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Quand j'ai pris cette délégation en 2010, j'ai été assez catastrophé de voir que les habitants de cette région, y compris d'ailleurs des Toulonnais, des Marseillais, des gens qui vivaient au bord de la mer, c'était des Provençaux avant d'être des Méditerranéens. Et je trouve qu'en 5 ans, les choses ont drôlement évolué et on peut s'en satisfaire parce que c'est un atout incroyable et notamment pour l'économie et l'emploi. Alors évidemment, en pareille occasion, il convient de souhaiter un joyeux anniversaire. 10 ans, ça se fête. 10 ans avec des évolutions déjà actées ou en préparation. On a eu l'occasion de le voir dans les tables rondes qui ont précédé. Alors ce n'est pas encore l'âge de la maturité, ni complètement l'âge de raison, et pourtant le pôle est bien un atout majeur des politiques régionales, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue maritime. Alors vous disiez tout à l'heure que la nouvelle loi NOTRe va donner à la région la compétence totale du développement économique. Je ne vois pas comment le pôle mer pourrait ne pas être une pièce majeure des politiques économiques de la région. Vous participez en effet activement au déploiement de nombreuses stratégies mises en œuvre par la région, que ce soit pour la stratégie régionale de la mer et du littoral, la stratégie régionale de l'innovation et de la recherche, la stratégie régionale sur la biodiversité ou encore la recherche de partenariats à l'international et à la gestion de projets européens. Le pôle mer fédère, met en synergie et dynamise les acteurs locaux aux côtés de notre institution. Cette pratique de l'échange et de la concertation, le pôle mer la met aussi au service du Conseil consultatif régional de la mer, puisqu'il apporte son expérience et son expertise dans le comité de pilotage comme dans de nombreux groupes de travail. Je pense notamment à la gestion des risques et l'adaptation au changement climatique ou, bien sûr, au guide des métiers de la mer. Je le disais tout à l'heure, ces 10 ans ont vu le pôle évoluer, notamment géographiquement de Provence-Alpes-Côte d'Azur vers des rivages plus à l'ouest, en Languedoc-Roussillon. Vous êtes devenu depuis quelque temps déjà le pôle mer Méditerranée. Cette expansion va dans le sens de la gestion nationale par grandes façades maritimes et correspond également aux collaborations que nous avons entre régions maritimes. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur travaille beaucoup sur les questions maritimes, évidemment, avec la région Languedoc-Roussillon. Elle va aussi dans le sens d'une meilleure valorisation et, disons-le, défense de la façade méditerranéenne, insuffisamment comprise et insuffisamment prise en compte, nous semble-t-il. En tant que vice-présidente déléguée à la mer, à la pêche et au littoral, je souhaiterais citer 2 exemples récents de collaboration entre le service mer de la région et le pôle mer Méditerranée. Tout d'abord, le projet Restoreg, qui apportera un soutien juridique aux entreprises porteuses de projets de restauration écologique pour qu'elles ne se perdent pas dans le dédale du Code de l'environnement. Et d'autre part, nous avons le plaisir d'avoir vu un projet important pour toute la façade méditerranéenne, porté par la DREAL, Languedoc-Roussillon, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CHOM, à savoir l'ITO 3D, labellisé récemment par le pôle. Cela prouve que les collectivités et services de l'État aussi peuvent avoir des actions stratégiques sur l'économie. Bien entendu, il faudrait faire plus avec moins et plus vite. La quadrature du cercle ne nous épargne pas. Mais nous remercions l'équipe du pôle mer pour sa mobilisation et je vous félicite pour ce parcours des 10 dernières années. Évidemment, je vous souhaite bon vent. Alors bien sûr, je ne crois pas que je serai avec vous pour les 20 ans,
Mais qui sait, j'aurai peut-être le plaisir de fêter les 15 ans avec vous. Merci. Merci Madame Perrano. Je vais demander au commissaire général de la Marine, Hervé Parlange, adjoint au préfet maritime et qui prend la parole également au nom de Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de bien vouloir rejoindre le pupitre. Bonjour à tous. Madame et Messieurs les élus, Monsieur le Président, Monsieur le directeur du pôle mer Méditerranée, Monsieur Le Drian aurait souhaité être présent à Toulon ce matin, mais son agenda l'en ayant empêché, il m'a demandé de me faire son interprète auprès de vous pour témoigner de l'intérêt qu'il porte à l'action du pôle mer Méditerranée. Alors, pour la petite histoire, dans ses nombreuses activités de la journée, Monsieur Le Drian doit aujourd'hui présider une cérémonie de remise des prix de la simplification au sein du ministère de la Défense, un thème qui a été évoqué ce matin par Monsieur Leroy. Contributeur majeur à l'action de l'État en mer, le ministère de la Défense est en effet très attentif à tout ce qui fédère les énergies autour de la politique maritime de notre pays. L'utilité de cette fédération au service d'une politique nationale relève de l'évidence. C'est ensemble que l'on gagne. On gagne en jouant collectif, pour reprendre cette expression de Monsieur le sénateur maire de Toulon ce matin. Et c'est bien de gagner qu'il s'agit. L'affirmation d'ambition maritime dans tous les domaines impose à la France de rester à la pointe de l'innovation technologique. À quoi servirait sans cela de revendiquer auprès des Nations Unies, avec succès d'ailleurs, l'extension de notre plateau continental ou de promouvoir à l'étranger l'excellence de nos constructions navales? Il nous faut donc entretenir la vitalité du tissu d'entreprises et de centres de recherche qui y contribuent. D'évidence, le pôle mer Méditerranée est l'un des moteurs de cette vitalité. Dans un environnement international à haut risque, la protection de la France et des Français nécessite plus que jamais que la défense soit en mesure de s'appuyer sur une supériorité technologique. Cette supériorité est en partie tributaire des technologies duales qui émergeront des projets soutenus par le pôle mer Méditerranée. C'est pourquoi la défense participe aux actions gouvernementales au profit de la recherche et de l'innovation, en particulier au travers des pôles de compétitivité. Elle les a soutenus, elle continuera à les soutenir pendant les 10, pendant les 15, pendant les 20, pendant toutes les années à venir. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, bon anniversaire. Merci, Monsieur le Commissaire général. Monsieur Demoulin. Voilà, on a donc terminé notre trajet. Je tenais à remercier ceux qui ont préparé cette matinée, l'équipe d'animation et les membres élus, et puis tous ceux qui ont accepté d'intervenir dans les différentes tables rondes. Et je vous invite maintenant au cocktail de l'amitié. Il paraît qu'il y a des huîtres de la région. Et je vous donne rendez-vous dès le 3-4 novembre à Marseille pour les assises de la mer. De l'économie maritime. Et on va regarder un petit film pendant que vous quittez la salle. N'oubliez pas l'ouverture de l'exposition également à 14h. Merci et bonne fin de journée. Regardez plus loin.
Non, marche pas. Oui, juste un petit mot. On a oublié de vous rappeler qu'à juste à 14 heures, après le fin du cocktail déjeunatoire, vous avez l'exposition des produits et services issus des projets du pôle que vous pourrez visiter au 2e et 3e étage, et ceci tout l'après-midi. Et à 15 heures, vous avez donc la présentation des travaux de l'école doctorale Mères et Sciences par des doctorants. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez y aller, en parallèle les B2B, mais qui sont réservés aux PME du pôle. Merci.